une intervention radio-télévisée d'ailleurs, où il avait insisté sur une chose, où il disait en substance, jamais au grand jamais de tout temps, il n'y a eu d'État algérien, que ça n'a jamais existé. Il répondait ainsi, à sa façon, à l'appel du 1er novembre qui proclamait, qui disait que le but, c'est entre autres, la restauration de l'État. Étonnant, mais quand même, on sent qu'il y a encore de la rancœur, du ressentiment, quand il se trouve aujourd'hui des responsables français au plus haut niveau qui contestent l'existence de l'État algérien. Pourtant, le prétexte qui a servi à la colonisation, c'était ce fameux coup de chasse-mouche ou d'éventail contre un consul. Que faisait un consul de France s'il n'y avait pas un État? Qu'est-ce qu'il faisait à Alger, ce consul-là? Il était qui? On envoie un consul quand il y a des relations entre deux États, on envoie des diplomates. Donc, ce n'est pas le premier paradoxe de la position française, du colonialisme français, très spécifiquement. Alors, un colonialisme qui s'est imposé par la force, par une... J'ai répété que 1830, c'était pas un fait du hasard. C'est vrai qu'on nous dit, et lorsqu'on lit l'histoire de la partie française en 1830, c'était la France oscillait de la République à la monarchie, de l'Empire qui venait de s'effondrer, la monarchie qui était restaurée, et ainsi de suite. Et tout cela donne l'impression qu'il y avait, pardon, dans l'intention française, il ne savait pas quoi faire de cette Algérie. Il ne savait pas quoi faire, mais quand on ne sait pas quoi faire d'une chose, et c'est discutable, bien entendu, quand on ne sait pas quoi faire d'une chose, on n'envoie pas une armée aussi importante. Il y avait l'intention de la colonisation, de coloniser ce pays, existait. Maintenant, de quelle manière en faire une colonie de peuplement, une colonie d'exploitation, ou en faire, ou procéder à un remplacement de la population, parce que il y avait cette intention aussi de procéder à un grand remplacement dans l'intention du colonisateur. Donc tout cela, je veux bien discuter. Mais l'intention de coloniser, la volonté de coloniser y est. Et ensuite, ces discussions, ces débats de Byzantins, que de savoir comment, etc. Ceci étant, dès le départ, ils ont annoncé la couleur. C'est la violence extrême, sans limite. Il s'est même trouvé, dans les années, en 44, en 45, des journaux. La régence turque était complètement effondrée. L'empire turc avait commencé à s'effilocher par ses extrémités. Donc la résistance était vraiment très faible par rapport à la violence de cette colonisation et de cette armée qui était venue armée jusqu'aux dents, avec des alliés. C'est une coalition européenne qui est venue. Ce n'est pas peu de choses. La résistance de l'émir Abdelkader jusqu'à 1947 a été une résistance absolument héroïque dans un pays où, je rappelle encore une fois, il n'y avait pas une armée constituée. Il a fallu, dans le feu du combat, pendant le combat, constituer cette armée et riposter, et la riposte a été très importante. Alors, la brutalité d'une armée de brigands, c'est pourquoi ils étaient... oui. Oui. Effectivement, ce qu'il faut connaître de l'armée française, c'est la différence qu'il y a entre les soldats qui venaient de partout, et de nulle part d'ailleurs, et les officiers qui avaient fait déjà une carrière en Espagne, pour la plupart.
où ils n'ont pas été tout à fait... ils avaient affaire à des Espagnols, mais les Espagnols ont gardé un très mauvais souvenir de l'armée de Napoléon. Ouais. Hein, il faut être clair. Maintenant, ça pose un problème, en tout cas à moi, en ce qui concerne l'intention. Non, ils sont venus piller, pas coloniser. Venir coloniser de l'argent, des richesses. C'est ce qui explique la violence. Maintenant, il y avait des partis en France qui n'étaient pas d'accord. Bon, ben ça y est, vous avez détruit le nid de pirates, ben vous revenez et puis c'est tout. C'est ce que vont dire des éléments algérois, ce que j'appelle, mais je crois que c'est pas moi qui ai inventé l'expression, Dieu merci, le parti mort. Ouais. Ils ont dit aux officiers français, ben merci beaucoup, vous nous avez débarrassés, alors que la plupart étaient des kourouglis, hein, mais enfin bon, ça fait rien. Vous nous avez débarrassés des janissaires, eh ben au revoir et merci. Et oui, mais la mariée était trop belle. Ils se sont rendus compte, qui étaient d'honorables pillards. Il y avait les pillards, voyous, et il y avait les honorables pillards, les galonnés, hein, qui soi-disant fils de... Enfin, pas soi-disant, fils de comte et... Noblesse, qu'on appelle la noblesse. Mais enfin, pillards quand même. Ouais. Assassins quand même. Hein, massacreurs d'innocents quand même. Donc, faut pas non plus... c'est pas parce qu'ils viennent d'une grande famille qu'ils vont pas... et d'ailleurs, il paraît même que le mot pied noir vient de là. Vient de là. C'est-à-dire les soldats, ils se lavaient même... Bon, les pieds, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'appétit, pour utiliser une phrase, l'appétit va venir en mangeant. D'abord, on ne paye plus la dette, puisque c'est ça la véritable origine, c'est que cet État dont vous nous dites qu'il n'a jamais existé, pourtant, il vous a aidé et vous n'avez même pas été fichu de payer tout le blé qui est parti et qui va sauver une grande partie de l'armée française qui combattait avec l'Europe. Hein? Donc il ne faut pas l'oublier, ça vient en réalité de là, et de l'insistance du chef de l'État de l'époque, Day, à réclamer les ennemis des Français. Ils ont eu une attitude, et le consul d'Angleterre à Alger va rester consul d'Angleterre à Alger, mais l'Alger ottomane, hein, de l'État, comme tu l'as appelé là, la régence de l'État. Il va rester en exercice pendant 4 ou 5 ans, en tant que tel, avant de devenir, évidemment, avant d'être reconnu, il va obtenir des équatures, hein, pour ensuite devenir consul. Je crois que c'est lui ou son successeur, mais c'est des détails qui ne m'intéressent pas, devant l'autorité française. Maintenant, aller sortir d'Alger, donc 5 juillet 1830, c'est la prise d'Alger. Après, durant l'été, ça va être le massacre de Blida, oui. le massacre des Hadjout, le massacre des Aoufia. Au fond, on sait qu'à Oran, donc ils sont installés à Oran parce qu'ils avaient un vice-consul à Oran, hein, donc ils vont également s'installer, mais ils ne vont pas garder Oran. Ils vont ramener un bey, le frère du bey de Tunis. De Tunis. Oui. Comment ils ramènent et pourquoi ça? Ils n'ont pas de responsable pour ramener Kheddin, je crois qu'il s'appelait d'ailleurs, de Tunisie, et qui va bien évidemment se faire renvoyer au bout d'une année parce qu'il était complètement taré. Mais pour moi, c'est un signe. Je crois que juste pour ce point-là, Clausel était contre le fait. Il a dit nous n'avons pas pris des villes pour les donner à des. C'est-à-dire que l'intention commençait à se préciser. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. L'appétit. Oui, voilà, exactement. L'appétit vient en mangeant. On va chasser de Mostaganem, et on a dans les archives de l'époque un mot, enfin 2 mots, bien vacant. Alors on les chasse,
et puis on décrète que leurs biens, leurs maisons, leurs propriétés de terre, etc., sont des biens vacants. Donc un bien vacant, qu'est-ce qu'on en fait? On le verse dans les biens de l'État. C'est pour ça que l'une des premières administrations qui s'installe, c'est l'administration des domaines. Ouais. C'est l'administration des domaines. Et parce qu'il fallait piller tout ce qu'on a, le trésor de la Casbah. Le trésor de la Casbah, mais on va tout prendre, hein. Tout ce qu'on peut prendre va être pris. Et donc, ces familles de Tlemcen, de Mostaganem, on va les mettre dans des bateaux, direction Tunis. Alors, d'un côté, on ramène un bey tunisien, de l'autre, on chasse ces Kourougli, et les descendants de ces familles vivent encore à Tunis. On a rencontré plein, hein. Ils viennent encore voir leurs cousins, etc., ici à Alger. D'abord Alger, essentiellement Alger, accessoirement Annaba et Oran, mais Constantine, ça ne va pas être une affaire. Constantine va résister, non seulement va résister, mais va venir à bout du camp d'An Raymond, le gouverneur, enfin bon, ça va être la grande défaite. Et il se trouve qu'il y a encore des forces suffisamment vives dans le pays pour que le bey de Constantine, Haj Ahmed, qui a participé à la bataille de Staweli et qui a vu l'entrée des Français, va à son tour dire, bon, ben mon beylik ne fait pas partie, plutôt, il va essayer de construire une sorte de beylika, hein, mais il n'aura pas la reconnaissance de Bab el-Ali, du sultan de... Par contre, à l'ouest, il a eu des attitudes... Par contre, de l'autre côté, à l'ouest, c'est le début de l'épopée de l'émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader, comme l'a bien dit tout à l'heure Boukhalifa, va construire une armée, mais au-delà de l'armée, il va construire un État. Il va construire un État, et les éléments de cet État vont être repris, hein, quand, encore une fois, la mariée était trop belle, vont être repris après 1847 par l'administration française, avant qu'ils ne les chassent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème à Alger. Il y a eu un problème à Alger. Les fonctionnaires de l'administration ottomane ont été chassés. Ils sont restés chez eux, notamment au chef de cette administration qui était le Khaznaji. Et le Khaznaji déclare: ah non, nous on n'a pas d'archives. On n'a pas d'archives, il n'y a pas de documents, il n'y a rien du tout, voilà comment on a travaillé. Évidemment, ça a fait plaisir de dire à l'ennemi: il n'y a pas d'archives. L'ennemi était content. Il n'y a pas d'archives. On vous a dit, c'est pas un pays. On vous a dit, c'est pas des gens normaux. Il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas d'archives. En réalité, il a menti. Il avait menti, puisqu'on va découvrir les archives, à partir desquelles on va gérer petit à petit, et on va découvrir qu'il y a une propriété qu'on ne connaît pas, les biens de main morte, waqf. Et on va exiger des Algérois de ramener les titres de propriété. Il y avait bel et bien un État. Il y avait bien qui consignait systématiquement tout. On va retrouver des registres de salaire, on va retrouver, oui, des actes de propriété, des actes de mariage. Donc il y avait même une sorte de... Il faudrait revenir d'état civil, mais une forme d'état civil. Mais on va trouver par exemple les derniers actes qu'on a... Les nominations, notamment. Les nominations. Oui. Et on va découvrir qu'en fait, il y a toute une histoire. Tiens, les nominations me font penser à des petits détails. Vous avez un bey, il ne donne pas satisfaction dans un beylik, mais c'est quand même quelqu'un d'acceptable. Alors il est muté, escalité, bey, dans un autre... c'est exactement ce qui se passe. Ce sont maintenant ces machines, cette industrie qui est naissante. C'est le début de la deuxième révolution industrielle, particulièrement en Angleterre, pas en France,
La France restera un pays agricole durant très longtemps. Ce n'est qu'à partir des années 60-70 que vont commencer à se développer les grosses industries. Donc, recherche des matières premières, recherche de marché. Les matières premières, c'est à 1000 kilomètres. Vous imaginez, à 1000 kilomètres. Les Américains se posaient une question quand ils voyaient les Français aller si loin, ou les Anglais aller si loin de l'Europe pour conquérir des espaces, alors qu'à 1000 kilomètres de chez eux, ils avaient des espaces. C'est-à-dire, c'est le début dans tout ce qu'on appelait le Soudan, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, c'est à partir d'Alger que sont parties ces colonnes de militaires. Donc, la volonté, peut-être que le mot n'était pas encore très exact, parce que la colonisation ne commencera en fait qu'après 1860, c'est que la colonisation commencera, mais disons de conquête, d'espace. Oui. D'espace pour la vie de l'industrie, des industries naissantes. Donc, la pression, très rapidement. La Tour Eiffel, grand défi du Creusot-et-Loire, grand défi de la sidérurgie française, de l'industrie sidérurgique française. La Tour Eiffel sera construite avec du fer de Miliana. Ouais. Du Jacquard. Le l'Opéra Garnier va partir, on a changé le marbre qu'il y avait d'Italie, on a pris le marbre de Filfila, oui, qui est installé jusqu'à Skifda. Oui. Donc ça, ce sont des actes de colonisation, ce sont des actes, c'est-à-dire les marchés existent pour toutes ces richesses. Et d'ici, d'Algérie, jusqu'au fin fond de l'Afrique par la suite, jusqu'au Congo, qui est la colonie la plus méridionale des Français en Afrique en tous les cas, on va trouver des richesses incommensurables. Les foires qui étaient organisées à l'époque, on témoigne aujourd'hui des affiches, des documents, les bouleversements industriels, la révolution industrielle de cette époque. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que la France s'industrialisait, donc à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, quand il s'industrialisait, le colonat ici empêchait l'industrialisation. D'ailleurs, jusqu'au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, la volonté de certains ingénieurs, de certains stratèges, de développer un certain nombre d'industries stratégiques en Algérie et non pas en France, parce que trop proche de l'Allemagne et des lieux de confrontation et des rivaux et concurrents potentiels, a été une opposition stricte et sans la paysannerie. Il y a eu recul, effectivement, c'est-à-dire la misère considérable des paysans algériens au début du XXe siècle. Il a fallu qu'ils émigrent parce que, bon, l'industrie avait besoin de bras. Ensuite, ici, il y a eu une mécanisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'autant de bras. Mais on voulait garder quand même à demeure, les grands possédants d'Algérie étaient contre le départ de tous ces gens qui allaient par bateau entier, parce qu'on en avait besoin dans les mines, on en avait besoin dans les usines, on avait besoin de tout ce monde. Et ensuite, on a trouvé que ces bons ouvriers d'Afrique du Nord, d'Algérie, s'ils sont bons ouvriers, ils peuvent faire de bons soldats aussi. Alors, dans ce contexte, à partir de 1860, vous faites donc à la lutte contre l'installation de cette colonie de peuplement. Bon, bien évidemment. Ce qu'on appelle, à mon avis, un petit peu, c'est un peu trop serré, la résistance de l'émir Abdelkader. Oui. L'émir Abdelkader ne s'est pas contenté de résister, je le rappelle, il construisait un État. Il construisait un État. De l'autre côté, Ahmed Bey, il avait essayé de se maintenir, mais ce manque d'alliance
entre les deux a fait que, bon, il y a maintenant il y a un petit livre du fils de Hamdan Khoja qui explique qu'il a été envoyé auprès du bey, donc on est toujours dans les années 1831, je reviens en arrière, pour négocier la reddition de Ahmed Bey et le Rabbi Bosché avec les Français. Sauf qu'il explique qu'on lui a dit attention, Abdel n'acceptera jamais l'alliance s'il apprend que tu viens lui faire cette proposition. Il a dit voilà ce qu'on m'a dit, il te coupe la tête. Il préfère plutôt trouver les moyens de s'allier à l'émir Abdelkader. Bon, mais ça c'est évidemment ça relève de la stratégie de l'époque, hein, c'était voilà. Mais il y a un détail sur lequel j'espère continuer. Oui. Vous savez, j'ai fait un travail de comparaison de l'armée zénide et de l'armée espagnole en 1509, quand les Espagnols prennent la ville d'Oran. L'armement, globalement, à part un canon, était le même. Par contre, en 1830, c'est terminé. Transmettre l'information de la prise d'Alger à Toulon. Et après, ça va être le télégraphe. C'est que là, déjà, il y a un gros décalage entre ce qui se passe, mais pas simplement en Algérie, dans tout le monde. Même aux États-Unis, on a commencé. Voilà. Oui. Cette sorte, j'aime pas le mot déclin, ni décadence, mais en fait, il y a une sorte de blocage quelque part. Une sorte de blocage. Mais l'armée française vient avec des armes modernes par rapport à l'époque. Moderne par rapport. Alors j'aime bien faire. Pardon, juste était ce que tu dis, l'émir Abdelkader achetait ses armes chez les Britanniques, chez les Anglais. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà en avance. La révolution industrielle a commencé en Angleterre. Oui. Il avait son armurerie. Oui, il avait son armurerie et parfois tard. Il ne va pas aller là-bas en Angleterre, ils sont à Gibraltar. Et les liens, c'est avec une partie de la population algérienne qui va être utilisée. Ce sont les Algériens de confession juive. Oui. On va les retrouver. Ils ne sont pas innocents, ils vont pas regarder et attendre. Non, ils se battent. Le représentant de l'émir Abdelkader, à Alger, était un juif. Ben Durand. Et les juifs d'Alger, d'ailleurs, c'est un historien français qui le rapporte, originaire d'Oran d'ailleurs, qui le rapporte. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi les juifs d'Alger en 1830 se sont enfuis. On est là, on arrive. On va vous libérer. Et ils se sont enfuis. Bon, je ferme la parenthèse. L'émir Abdelkader, s'il va arriver jusqu'au bout de sa lutte, c'est parce qu'il y a la politique de Bugeaud, la politique de la terre brûlée. Ouais. Et il a senti que la population était en train de payer très cher toutes ces batailles. Au début, c'est des détails qu'on oublie, mais au début, quand arrivait le temps des moissons, les soldats abandonnaient l'armée, ils allaient moissonner. C'est arrivé une fois, et c'était un très mauvais signe pour l'émir. Quand il s'est rendu compte que le prix qu'il était en train de payer, c'était l'extermination de la population, et c'est comme ça que personnellement je comprends pourquoi il a dit j'arrête. Et l'armée française va faire à l'émir ce qu'elle a fait une vingtaine d'années auparavant à Toussaint l'Ouverture. Oui. Toussaint l'Ouverture, justement dans cette grande à battre des soldats français, l'armée française. Et le général Moreau, le Bugeaud de l'époque, si j'ose dire, va appliquer la politique de la terre brûlée. Et pour les mêmes raisons, il va dire d'accord, j'arrête. Il l'emmène dans un bateau pour négocier, et puis ils lui disent on va se retrouver en France,
Et en France, ils vont l'enfermer, Toussaint Louverture. La France va donc être parjure. Hein, ils vont l'enfermer dans un camp, dans un pays froid, où il va mourir de froid. Ils n'ont pas besoin de gaspiller des balles. Et c'est ce qui va arriver à l'émir Abdelkader et à la suite. Hein, enfermé à Toulon, enfermé Marguerite, enfermé de camp, de château fort en château fort, jusqu'à Amboise, où des enfants... Tout ça est connu. Ouais. Je pense que tout ça est relativement connu. Parce qu'en parallèle au destin de l'émir, il y a le destin du peuple, hein, qui va être, évidemment, ça va être plutôt la politique d'extermination. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter, parce qu'au contraire, on se dit, bon, ces gens-là n'ont rien à faire ici, c'est pas votre pays, c'est le nôtre maintenant, nous achetons des terres, nous prenons des terres. À tel point que Boukhalifa, en 1830, la France va célébrer le centenaire de la Constitution. On pensait 1930. On pensait qu'à l'époque, la France restera éternellement en Algérie. Toujours les détails, oui. Ils sont très... Oui. Le 5 juillet 1930, il n'y a rien eu. Oui. Ça s'est fait avant. Avant. Là, j'avoue que ça m'a... Oui, c'est étonnant. Il n'y a rien eu le 5 juillet 1930. La fête, c'était... Je crois que si on insiste, et on n'insistera jamais assez, sur le combat de l'émir Abdelkader, c'est le combat de l'émir Abdelkader qui va moderniser le concept même de nation algérienne. Il y avait effectivement une nation qui reposait sur une langue commune, sur un territoire commun, sur une religion commune, sur une histoire commune. Sur l'unité. Sur une unité, bien sûr, qui était induite par ces facteurs, ces éléments constitutifs. Mais l'émir Abdelkader va apporter une autre dimension. C'est-à-dire qu'une nation, il faut un combat pour la souder. En 1852, quand Boubarla et Lafad Mansoumer lancent la haute Kabylie, Boubarla a commencé son intervention par annoncer une grande nouvelle. Une grande nouvelle, l'élargissement de l'émir Abdelkader. Sa libération, quoi. La libération. Sa libération. C'est un grand événement. Et toutes les résistances, toutes les révoltes, plutôt, tous les soulèvements qui vont se dérouler, procéderont justement de ce renforcement par le combat, c'est-à-dire par l'action, par le sacrifice de la notion de nation algérienne. Voilà ce qui distingue, et ce n'est pas trop de le dire, ce qui distingue l'Algérie de beaucoup de pays voisins, beaucoup de pays arabes et musulmans. Ce sens du sacrifice, ce sens, c'est ça qui renforce le sentiment d'appartenance et d'existence dans un moment donné de l'histoire et d'appartenance à quelque chose de vaste. Et c'est cette idée qui sera cultivée par ceux qui vont déclencher l'appel du 1er novembre n'est rien d'autre que... C'est-à-dire que c'est cet attachement à cette terre, pas une autre, à cette terre, c'est cet attachement à cette terre, que l'appel du 1er novembre, c'est récupérer cette terre. Récupérer cette terre, c'est récupérer, revenir dans ce qui constitue la personnalité, c'est-à-dire de chaque nation, et c'est un élément fondamental. Je crois que c'est ce combat, et c'est très facile parce qu'ensuite, quand on sait que tous les combats sont des dérivés de cette résistance, c'est la continuité de cette résistance, on comprend aisément la République, c'est-à-dire depuis le début du mouvement national jusqu'à la charte de 1976, on retrouvera toujours ces éléments hérités de la pensée politique de l'émir Abdelkader.
Et ça, c'est une constante et c'est permanent. Et c'est cette violence de la guerre imposée par le colonialisme à l'Algérie, au peuple algérien, c'est cette violence, c'est l'éclatement de la joie de la fin de la violence que les Algériens vont exprimer en 1962. Ce prestige-là, c'est parce que les Algériens ont livré une lutte acharnée de libération qui va donner toute son aura à l'Algérie juste après l'indépendance, même peut-être avant. Oui, oui. Soit ils avaient déjà été tués. Bobarlay, ses adjoints. Bobarlay, Zahacha, c'est un de ses adjoints. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ces adjoints, chaque fois qu'ils ont pu le faire, ils ont continué à se battre. Mais cette joie de la liberté retrouvée s'inscrit dans le souvenir des massacres éprouvés. Personne n'a pas oublié. Personne n'a oublié. Ouais. Personne n'a oublié ce qui s'est passé. Les tribus qui ont disparu, les crimes commis de toutes les façons par les... Et surtout, moi je me souviens d'un article dans Oran Républicain, je crois que c'était en mai 1937, il y a un article comme ça, on se demande, moi je me suis demandé, mais d'où sort ce... Pourquoi Nous sommes ici chez nous, à l'Égère si vous voulez, mais nous, c'est notre terre. Nous sommes ici chez nous, dans Oran Républicain, qui était un journal, c'est l'ancêtre d'Alger Républicain, qui était un journal qui s'ouvrait aux revendications. D'ailleurs, il avait une page musulmane, dirigée par Saïd Zahiri. Une page musulmane, et quand on la lit, c'est-à-dire qu'on pouvait savoir tout ce qui se passait dans le monde musulman. Et donc, tout d'un coup, il y a un article, nous sommes ici chez nous, voilà, je retrouve... nous sommes ici chez nous, et c'est à vous à partir au Niger. C'est-à-dire que même en 1937, c'est-à-dire après le Front populaire, après toutes ces luttes sociales, après toutes ces naissances de partis politiques, il y avait encore des colons qui voulaient chasser les Algériens et les renvoyer au fin fond du désert, là-bas, au Niger. C'est même la violence dans les prises de position, etc. Vous savez, la valise et le cercueil qu'on veut imputer aux Algériens. Non, pas du tout. Pas du tout. La valise, le terme, c'était simple, hein, c'était dans les élections justement du Front populaire. Si vous votez pour le camarade Bovino, préparez vos valises. C'est-à-dire, si vous votez pour les communistes qui sont des alliés des nationalistes, etc., préparez vos valises. Et c'est en 1947, qui là aussi c'est une date que sort un journal. En fait, c'est un faux. Je crois que c'est l'Étoile algérienne. L'Étoile algérienne, avec cette expression, la valise ou le cercueil, en faisant croire que c'était un journal du PPA, clandestin. Un élément de l'extrême droite, des partis d'extrême droite, c'est-à-dire les ancêtres de l'OAS. Voilà. Globalement, d'abord, le système colonial est fondamentalement raciste. Il n'y a pas de bonne colonisation. Ça ne peut. C'est pas que ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Jusqu'à nos jours, ça ne peut pas exister. Et je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas discuter. Ça ne peut pas exister. Ça fonctionne comme ça. Il y a de bonnes gens, des citoyens, et puis il y a les autres, les sujets. Donc ni le statut de 47, ni le discours de 58, avec au passage la tentative de découper l'Algérie en territoire autonome. Voilà encore une autre violence, c'est-à-dire que la région des Kabylie ou alors la région de Constantine, c'est des territoires autonomes les uns des autres, hein, les uns des autres. Ils auront leur gouvernement. C'est Gaza, la Cisjordanie. Voilà, exactement.
Mais comme De Gaulle est arrivé... Le Vietnam du Sud, la Corée du Nord, la Corée du Sud. Voilà, mais comme ça c'est la pratique française. Ouais, oui. En Nouvelle-Calédonie, oui, je rappelle que cette loi de 1958 qui a échoué, parce qu'en mai 58, c'est mars je crois, en mai 58, De Gaulle a pris le pouvoir, il est passé à autre chose, mais elle a été appliquée en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, oui, il y a un nom, mais il y a 3 pays. On les a découpés en 3. Les Kanaks, ils vont là-haut, dans le nord, là où il n'y a rien à gratter. Le problème n'est pas encore réglé. Et ce problème n'est pas encore réglé. Voilà. Pas encore. Les Caldoches, ils sont dans le sud, là où il y a tout. Hein. Et puis les est resté comme un os à travers la gorge des responsables français. Je ne dis pas le peuple français, hein. Il ne faut pas... C'est le système colonial. Voilà. D'ailleurs, c'est clair, les Algériens ont mené... Mais ceux qui ont l'esprit colonialiste, oui, l'Algérie leur est restée. C'est leur plus grande défaite dans leur vision du monde. D'autant que ça a été le mauvais exemple pour les pays africains, pour les pays asiatiques, etc. Puis la force de la révolution algérienne, de la résistance algérienne, c'est-à-dire de 1830 jusqu'à 1962, se caractérise par l'engagement du peuple, comme l'a dit Fouad Boukhalifa. Oui, absolument. C'est-à-dire, c'est par le peuple et pour le peuple, de toutes les façons. Je disais, se mobilise, le danger se retire, le peuple retourne vaquer à ses occupations. L'ANP n'est que le noyau dur, le noyau autour duquel vont s'agglomérer les forces ce que Ousmane Mouloud Maamri appelle le peuple réel. Le peuple réel, c'est-à-dire, c'est Cham, d'ailleurs, la preuve par l'émir Abdelkader, la régence turque n'avait que des janissaires, n'avait qu'une garde rapprochée, des gens qui allaient percevoir des impôts, etc., des fonctionnaires qui usaient la force, bien sûr, quand cela était, ils en avaient besoin, mais sinon, au moment du danger, au moment de la vérité historique, c'est autour de l'émir Abdelkader que se sont agglomérées les forces de défense de l'État et de la nation. Et ce peuple, donc, parce qu'on lui a enlevé sa terre, parce qu'on en a fait déculturer. On en a fait un indigène, c'est-à-dire quelque chose de plus bas que toute autre chose. On a réduit à quelque chose d'extraordinaire, c'est la lutte contre le colonialisme sous toutes ses forces, c'est-à-dire l'idée de s'inscrire dans un mouvement de libération qui deviendra un exemple pour tous les peuples en lutte. Ce qu'il faut noter aussi à travers l'histoire, les 132 ans, il n'y a jamais eu de tentative de conciliation avec la partie. Ceux qui se sont intégrés, ceux qui ont été acceptés par les Algériens, ce sont ceux qui ont accepté le combat des Algériens. Les Harkis ne constituaient pas une force comme on veut nous faire croire aujourd'hui. C'était les laissés pour compte de l'histoire. C'est peut-être plus que le lumpenprolétariat dont parlaient les Allemands du 19e siècle. C'était ce qu'il y avait de plus tragique dans l'action colonialiste. Ce n'est pas le FLN ou les Algériens qui ont créé les Harkis. C'est une affaire franco-française, ils n'ont qu'à se débrouiller avec. Donc, sinon, à travers l'histoire, on n'a jamais trouvé des tribus qui ont essayé de négocier quelque chose. Est-ce qu'il y a une seule fois une wilaya qui a déposé les armes pour aller... ça ne s'est passé. C'est quand même assez étonnant. Malgré les efforts de la France de trouver une troisième force, d'introduire une cinquième colonne, de faire tout ce qui... Rien du tout.
c'était c'est-à-dire dans le sens historique du terme, dans le sens de rupture, parce qu'on ne peut pas parler de rupture parce qu'il n'y a jamais eu de concorde, ou de conciliation, ou de lien. Oui, pardon. La révolution algérienne était un exemple pour les peuples en lutte. Mais avant de... Oui, c'était un exemple. Mais avant, toujours pour la deuxième fois, j'appuie ce que dit Alpha. Par exemple, dans les combats politiques dans les années 30 et même 40, etc., il y avait, paraît-il, il y avait un mouvement qu'on a taxé d'assimilationniste. C'est-à-dire, certains intellectuels, en arabe et en français d'ailleurs, avoir les mêmes droits que les Français, il fallait devenir français. Non. Je veux les mêmes droits, mais jamais, statut personnel, jamais aucun de ceux qu'on taxait politiquement d'assimilationnistes n'ont demandé la nationalité française. C'était alors pour le coup la ligne rouge à ne pas. Eh bien, je pense que même ce détail, même ce, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le mot détail qui revient, même ce type de résistance, mais vous serez incapable de nous donner les mêmes titres que vous avez puisque vous êtes raciste. C'est un État raciste. Oui. Donc, les colons ne voulaient pas leur donner le droit de vote. Ben, ils étaient logiques dans leur politique. On peut pas si on donne le droit de vote aux Algériens, ils vont nous submerger. Hein? Donc, il y avait pas beaucoup d'historiens. J'en ai entendu un hier. Ils n'ont rien compris à la politique des assimilationnistes. Ah oui, oui. Les assimilationnistes demandent l'égalité. On ne dit pas l'intégration. Ils demandent d'abord l'entente. L'entente. Ensuite, ils vont demander l'égalité. Et après, ils vont dire, on demande la République algérienne. Ouais. Voilà. Là, c'est un développement logique. Vous savez pourquoi j'ai dit ces trois mots? Ce sont les titres des journaux de Farah Abbas. Voilà. Parce que les historiens chez nous ont confondu le débat politique des années 30 et 40 avec les positions, avec l'histoire. Ils ont reproduit le discours des messalistes ou des communistes ou des abbassistes sans descendre la sociale. Il faut voir la réalité sociale. Il faut voir comment est née cette couche moyenne. Une élite qui va s'affirmer donc à partir des années 20, c'est une élite qui va... Et ça va donner des idées à ceux, entre autres africains, qui venaient faire des études ici, à ceux des Tunisiens et d'autres qui venaient faire leurs études ici, en Algérie. Au début, même d'ailleurs, quelqu'un qui était que de passage au début du siècle, Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, il n'avait rien compris. Il débarque du Caire, il arrive dans une ville d'Alger qui était déjà à l'âge de l'électricité, c'était déjà l'électricité. Et lui, l'électricité au Caire, c'était pas dans tous les quartiers, bon, ici non plus, phrase qu'on dirait malheureuse aujourd'hui, vous êtes bien comme vous êtes. Mais là encore, attention aux phrases. Il leur dit, il a compris leurs revendications, mais vous n'avez pas les moyens de chasser le pouvoir, la colonisation française. Dans le contexte de l'époque. Dans 1903. Il ne faut pas exagérer non plus. Il faut tout contextualiser. Lui, il vient du Caire. Un Caire où les Anglais, même d'ailleurs les Belges et beaucoup d'autres pays, mais les Anglais, en Inde notamment, mais là où ils ont été, ils n'intègrent pas, ils ne s'intègrent pas, et ils n'intègrent pas, même pas les premiers, à part les milliardaires. Les milliardaires,
les rajas et les elles connaissent l'histoire de leur pays et elles essaient de trouver auprès de cet homme sage, de ce ilm, des arguments qui les confortent, mais lui, le pauvre, il a été dépassé par les événements. Il a vu une ville européenne. Il a vu une ville européenne. Et c'est d'où sa réaction. Vous êtes bien. Bon. Mais là, je sors de l'Afrique. Maintenant, pardon. Vas-y. Là, c'est juste pour être, ce que tu disais tout à l'heure, il est impossible de négocier avec le colonialisme. Voilà. Parce que le colonialisme, c'est la forme suprême du racisme. En ce sens que ce n'est pas un hasard si c'est avec le début des abolitions à germer. Je m'explique. Quand on a commencé à abolir l'esclavage, oui. On a dit pourquoi est-ce que je vais me contenter de prendre des populations d'un continent et les vendre sur un autre continent? Si je peux prendre le pays tout entier, si je peux prendre le peuple, sa terre, sa force de travail, sa culture, tout, pourquoi est-ce que je vais faire du commerce des individus seulement? C'est-à-dire que c'est l'esclavage qui existe depuis que le monde est monde, j'allais dire, depuis que les inégalités existent, depuis que les puissances, les superpuissances existent, cet esclavage va petit à petit se transformer en colonialisme. C'est l'essence même. Donc, on ne peut pas... C'est la fin de la traite qui a donné d'ailleurs le colonialisme. C'est ça. La fin du XVIIIe. Voilà. Jamais. Il n'a jamais été question pour l'émir Abdelkader qui résistait de négocier avec des gens qui viennent manger mon pays. On ne négocie pas avec ces gens. Il faut que tu changes d'idée, il faut que tu changes de position pour qu'on puisse négocier. Dernière question pour vous deux. Donc, les enseignements de l'indépendance et de la révolution algérienne. Pour Ed et puis Boukhal. Oh, les enseignements. Sur le plan international, notamment. Non, ce que je crains surtout actuellement, oui. Tiens, c'est les dossiers de la mémoire. C'est la transmission actuellement de cette mémoire. C'est-à-dire, quand on entend dans la rue, avant c'était mieux, je dis qu'il y a un problème quelque part. Oui. Je dis il y a un problème quelque part. Et ce problème, il faut le prendre à bras-le-corps. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer, je le dis... À cultiver cette nostalgie... Non, oui, il faut le prendre à bras-le-corps. C'est-à-dire que, bon, d'abord, avant, c'était pas mieux. Ben, c'est clair, pour 95% des Algériens, avant, c'était pas mieux. Ils n'avaient pas le droit, ils n'allaient pas à l'école, ils n'avaient pas le droit de, comme je l'ai dit à quelqu'un, un petit jeune qui avait dit ça comme ça, de se balader la rue d'Idouche. Enfin, c'est des choses que les gens, enfin, que les jeunes ont oublié. Hein? Un Algérien ne pouvait pas se promener rue d'Idouche Mourad. Un Algérien ne pouvait pas s'arrêter dans un village et prendre un café au café des colons. Le café des colons. Il ne pouvait pas, il ne le laissait même pas rentrer. Et tant qu'on oublie ce qu'ont vécu, et ça c'est déjà celui qui m'a raconté cette histoire de café, il était chauffeur du sous-préfet. Et c'était un sous-préfet qui venait de débarquer en Algérie, il venait de France, il n'avait rien compris encore, il n'avait pas vu. Ils sont arrêtés dans un petit village, et il a dit, bon allez, venez prendre avec moi un café. Le chauffeur, il lui a dit non. Et il commence à non. Il lui a dit non, je vous attends. Il a dit non, tu viens prendre avec moi. C'était comme on les appelait avant, les Français de France, ce sous-préfet. Il est rentré, donc, il a obligé à le suivre, il rentre au café, et puis il voit la barmaid là-bas. Et toi, l'arabe, qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi que vous parlez? Non, je parle... Eh bien, vous allez lui servir un café. Jamais, il va sortir immédiatement. D'accord. Voilà qui je suis. Ah, il fallait me le dire. Il lui a servi un café
parce qu'il était à côté du sous-préfet. Et à l'époque, les sous-préfets, il n'y en avait pas beaucoup, et ils étaient puissants. Ça veut dire que nous sommes en 1950, dans la tête des petites gens, des petits pieds noirs, coule encore dans la tête, dans les veines. Le racisme, nous sommes la caste supérieure. Et donc, il y a une seule solution, si j'ose dire, à tout ça. C'est publier, publier, publier. C'est multiplier ce genre de débats. Il faut qu'il y ait des revues d'archives, il faut que des revues d'histoire, il faut que les thèses faites à l'université soient en vente dans les librairies. Il faut ouvrir des librairies, il faut encourager les librairies, il faut encourager la transmission de cette devoir de mémoire, Bourhalva. Très bien. Juste d'un mot, résumer ce qui vient d'être dit. Un jeune, ou quel qu'il soit, a le droit d'être en colère, a le droit de protester, de gueuler, c'est un droit. Mais à ceux qui disent « avant c'était mieux », je les invite à un seul truc. Je leur pose une question. Regardez ce qui se passe à Gaza et dites-moi, parce que c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et dans toute la Palestine. Est-ce que c'est enviable comme situation? C'est tout. Voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne cet aspect. Le mot de la fin. Donc on va voilà. C'est difficile on ne conclut jamais ce genre de... Je crois qu'il n'y a jamais de mot de la fin. Il n'y a jamais de mot de la fin. Le devoir de mémoire, je crois que... C'est une mission. C'est permanent. Parce que l'histoire évolue. On apprend de tout. À chaque fois, on apprend, on analyse. Et je crois que la meilleure façon de respecter ce devoir et de l'accomplir, c'est de poser des questions à l'histoire. N'arrêtons pas de poser des questions. Interrogeons l'histoire en toutes circonstances et en tout lieu. Et objectivement, évidemment. Bien entendu. On attend des réponses objectives. Je tiens à vous remercier donc d'avoir abordé cette question, la lutte du peuple algérien tout au long des 132 années de colonisation. Bourhalva Amazit, journaliste et scénariste, poète soufi, historien et...